Bonjour, vous écoutez Dans quelle étagère, le podcast du vivant qui met en valeur les acteurs d'un monde en transition. Dans ce premier épisode de la nouvelle série Biodiversité, Marc-André Sellos, biologiste spécialisé en botanique et mycologie, professeur au Muséum d'histoire naturelle, explore pour nous le lien le plus riche en biodiversité, nous-mêmes. C'est dans notre corps qu'est rassemblée une incroyable diversité d'espèces, au cœur de notre intimité, au siège de notre santé. Bonjour Marc-André Sellos. Bonjour. Qui êtes-vous ? Moi, je suis professeur du Muséum national d'histoire naturelle à Paris, puis aussi à l'université de Gdansk en Pologne et de Kunming en Chine. Mais en fait, d'une autre façon, on pourrait me définir comme un mycologue. Je suis quelqu'un qui s'intéresse aux champignons. Oui, alors sur la façon dont vous l'introduisez, c'est très clair. La biodiversité, c'est comme les dents. On ne s'aperçoit pas qu'on en a tant qu'on n'est pas atteint d'une douleur dentaire quelconque. Je crois que c'est Alphonse Allais qui disait qu'il avait connu le bonheur de sa vie au moment où ce bonheur était parti en claquant la porte. La biodiversité, c'est un mot qui a été inventé dans les années 80 par des biologistes qui s'agaçaient de voir que les moyens passaient à la biologie moléculaire, la biologie de l'ADN. Ils ont utilisé comme porte-étendard ce mot de biodiversité, diversité biologique, pour défendre des approches naturalistes, de la diversité des espèces et des êtres vivants. En fait, ce départ est un départ doublement merdique. Pourquoi ? D'abord parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que 99,9% des espèces, pratiquement, on ne peut les identifier qu'avec leur ADN. Dans le monde microbien, aujourd'hui, l'ADN, c'est ce qui permet d'être un naturaliste. Et mes équipes travaillent sur le terrain, mais elles utilisent l'ADN. Il n'y a pas d'hiatus. Alors, la deuxième chose, c'est que la biodiversité a très tôt été envisagée comme une liste d'espèces. Et ça, c'est très trompeur. Parce que, bien sûr, la diversité des espèces, c'est la biodiversité. Mais ce n'est pas que ça. La biodiversité, c'est aussi, à l'intérieur de l'espèce, la diversité génétique. On a tous des gènes pour faire des yeux et un iris et une pupille, mais les yeux, ils n'ont pas la même couleur. Quand on va dans le monde microbien, c'est encore plus compliqué, parce qu'en fait, au sein d'une même espèce de microbe, carrément, les individus n'ont pas les mêmes gènes. Par exemple, les bactéries productrices d'antibiotiques, c'est les petits champignons que vous trouvez sur le roquefort, producteurs de pénicilline. Tous les pénicilliums ne sont pas producteurs de pénicilline. Quand vous mangez votre roquefort, il n'y a pas de pénicilline dedans. Or, cette molécule qui est donc utilisée comme antibiotique, qui était le premier antibiotique vraiment développé, ils ne sont pas produits par tous les individus de l'espèce. Certains ont les gènes pour, d'autres pas. Donc vous voyez que des fois la diversité génétique au sein de l'espèce, c'est carrément que les équipements génétiques ne sont pas tout à fait identiques d'un individu à l'autre. Et quand on vous dit aujourd'hui que depuis 80 ans, 30% de la diversité des insectes a disparu et que depuis 30 ans, 15% de la diversité des oiseaux a disparu en Europe, ces chiffres pour l'Europe ne sont pas du tout des chiffres sur le nombre d'espèces. Alors souvent quand les gens réalisent ça, ils disent « bon, alors, on nous a abusé ». Non, c'est quand même bel et bien la diversité qui disparaît, car quand des individus disparaissent, ils peuvent disparaître avec une forme de gène qui est représentée que chez eux. Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est surtout un effondrement de cette diversité dans l'espèce. Le gros des disparitions d'espèces est à venir. Et il est notamment à venir parce que les effectifs s'effondrent. Donc il y a un lien entre les deux. Ensuite, il y a aussi deux autres formes de biodiversité. D'abord, il y a la diversité des assemblages. Les espèces s'assemblent entre elles, elles ont des relations et ça fait des écosystèmes. Il y a une diversité des écosystèmes. Une pelouse n'est pas un marais, n'est pas une forêt n'est pas une autre forêt parce que des petites différences de milieu de ces deux forêts font qu'on n'a pas les mêmes espèces, la même diversité génétique dedans, la même adaptation au milieu, bref. Il y a aussi une diversité des assemblages. Vous voyez que la biodiversité, c'est en dessous de l'espèce quand c'est génétique et au-dessus de l'espèce quand c'est des assemblages d'espèces. Les listes d'espèces, on s'en tape. La question, c'est ce que font ces espèces dans leur milieu. La quatrième dimension, c'est la biodiversité fonctionnelle. Les arbres, par exemple, dans une forêt, ils créent la forêt. Et puis ils évaporent de l'eau. Donc c'est une fonction par rapport au cycle de l'eau. 60 à 80% de l'eau repart par évaporation dans les feuilles. Vous voyez, en vivant, les espèces, elles finissent par remplir des fonctions écologiques. C'est ce que nous avons parfois appelé les services écosystémiques. Donc, si je récapitule, la biodiversité, c'est la biodiversité des espèces, la diversité des gènes dans l'espèce, la diversité des assemblages d'espèces et la diversité des fonctions que remplissent les espèces dans un milieu. Quand je vous ai appelé, je voulais que nous menions cet entretien sur la biodiversité du sol, parce qu'elle est encore plus invisible que le reste de la biodiversité. Mais vous m'avez proposé d'aborder le sujet via un prisme infiniment plus intime, où l'écosystème est incroyablement riche et important. Notre corps,
Tout le monde ou presque a entendu parler de ce deuxième cerveau. En quoi peut-il nous permettre de comprendre la biodiversité ? On a plein d'endroits où la diversité microbienne est énorme et structure plein de fonctions. On ne sait pas si on a entre 5 et 30 millions d'espèces de champignons, 10 et 100 millions d'espèces de bactéries. Pour les espèces de virus, alors personne ne fait le compte, mais vous pouvez rajouter un zéro au chiffre pour les bactéries. Nous sommes des habitats à microbes. Nous sommes nous-mêmes habités d'une biodiversité. Lorsque j'ai fait mes études, on nous parlait de microflore commensale, à propos de ces microbes que l'on trouve notamment dans le tube digestif ou sur la peau. Et ceci renvoyait à deux aspects historiques. Le premier, microflore, c'est qu'en gros, à une époque, il y avait la zoologie et la botanique avait recueilli à bord tout ce qui traînait et qui n'était pas animal. Les microbes, on disait parfois microflore, parce que c'est les botanistes qui s'en occupaient, ils s'en occupaient pas trop. Et commensale, alors ça, c'est un cas de figure d'interaction entre espèces où l'une profite de l'interaction et l'autre, ça lui fait rien. Elle est née à nouveau sous le nom de microbiote quand on s'est aperçu qu'en fait, ces microbes qui peuplent notre corps, mais qui peuplent le corps de tous les animaux, ou qui peuplent les plantes, ont en fait des rôles majeurs dans la nutrition, dans la défense, même dans le développement, l'acquisition de la forme, la maturation des fonctions des grands organismes. Je suis un zoo, j'abrite 2, 3, 4 milliers d'espèces de bactéries et de champignons unicellulaires qu'on appelle les levures. Ils sont surtout dans mon tube digestif, où là j'ai 1,5 à 2 kg de ces microbes. Ils sont aussi sur ma peau, dans mon nez, dans mes oreilles, ils sont dans le vagin également. Ils sont en fait dans toutes les cavités et sur toutes les surfaces de notre organisme. Au total, ça fait autant de cellules que nous avons de cellules. C'est 1 pour 1. Et si vous ne comptez pas les globules rouges, qui sont à la fois très nombreux et qui sont des petites cellules un peu particulières, là vous trouvez le chiffre qu'on donne souvent, qu'il y a 10 fois plus de microbes que de cellules humaines. Mais c'est pas vrai si on compte les globules rouges comme cellules, c'est plutôt 1 pour 1. On s'en fout. De toute façon, en volume, c'est moins, parce que les cellules des microbes sont plus petites que les nôtres. C'est un zoo qui prend pas de place, mais c'est quand même un zoo hyper divers, parce que les zoos avec des milliers d'espèces, moi j'aimerais qu'on m'en fasse visiter. C'est le zoo de Berlin qui se vante d'être le plus riche du monde avec 1500 espèces. Pas une broutille, quoi. Enfin, par rapport à moi. Moi, en tant que moi-même, je suis habité par plein de microbes, et aujourd'hui, on découvre que ces microbes ont plein de fonctions. Alors l'ironie du sort, c'est que, bien sûr, on découvre certaines de ces fonctions par elles-mêmes, en faisant de la recherche sur le microbiote, mais en fait, l'une des meilleures preuves de cette fonction, c'est la maladie. Je m'explique. Aujourd'hui, on découvre qu'on a des dents parce que les dents se carient, on découvre qu'on a une biodiversité parce que cette biodiversité s'écroule, j'en reviens à ma comparaison initiale. On découvre aujourd'hui qu'on a besoin de ce microbiote parce que justement, sa diversité s'effrite. En fait, ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de maladies de la modernité qui sont en train de croître en fréquence alors même que les maladies transmissibles liées à des microbes pathogènes s'effondrent. Évidemment, les microbes ne se transmettent plus, donc les mauvais ne se transmettent pas, mais les bons non plus. Et on voit aujourd'hui que tout un tas de maladies modernes sont en fait des maladies liées à une diversité réduite de microbes. Pas seulement, mais en partie. Alors, ce sont les maladies du métabolisme, les 2 types de diabète, l'obésité, les maladies du système immunitaire, comme les maladies auto-immunes, où le système immunitaire attaque l'organisme, maladie de Crohn, sclérose en plaques, les maladies où le système immunitaire surréagit, asthme, allergie, dermatite atopique chez les enfants, une maladie qui n'existait pas dans les cours de récréation quand j'étais gamin, donc les maladies du métabolisme, du système immunitaire, et bien plus les maladies du système nerveux, autisme, dès le jeune âge, mais aussi Alzheimer, Parkinson. Dans toutes ces maladies, il y a au moins 4 choses qu'on observe tout le temps. Les individus malades n'ont pas la même constitution de microbiote, notamment du type digestif, mais ça peut aussi être pour l'asthme, par exemple dans les poumons, ce qui est un microbiote pulmonaire. Ils n'ont pas la même composition, et ils ont surtout souvent moins d'espèces que les individus sains. Cause ou conséquence? La deuxième observation, c'est que quand on donne le microbiote des individus malades à des souris, dont on a nettoyé le microbiote préalablement, et qu'on compare à ce qui se passe quand on donne le microbiote d'humains sains à des souris, dans les mêmes conditions, on s'aperçoit que les souris développent des symptômes qui ressemblent aux symptômes de la maladie. Alors ça commence à être quelque chose qui fait penser à une cause. Troisièmement, quand on fait, et pour toutes les maladies que j'ai signalées, il y a eu des expériences, alors ça ne se fait pas à la maison, c'est souvent des protocoles qu'on fait dans des cas extrêmes et très très encadrés. Dans toutes ces maladies, on a des expériences de ce qu'on appelle des transferts fécaux, où on transfère d'un individu sain à un individu malade le microbiote. Et on s'aperçoit que dans ces cas-là, les symptômes régressent. Alors, pas complètement, mais ils régressent. Ce qui montre bien un rôle plutôt causal. Ma quatrième observation,
c'est que ces individus qui ont reçu un transfert fécal, petit à petit, leurs symptômes reviennent. Et quand on étudie leur microbiote, on voit que petit à petit, le microbiote reprend sa composition anormale. Que conclure de tout ça ? Que le déterminisme de ces maladies est complexe. Alors, vous me direz qu'on s'en serait douté. Il est aussi génétique, il est comportemental, il est environnemental, il y a plein de causes. Mais toutes ces chaînes causales passent par un maillon qui est le microbiote. Et ce microbiote offre à la fois une perspective curative. Demain, on pourra peut-être ajouter les microbes manquants. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a aussi une dimension diagnostique. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que quand les symptômes reviennent après le transfert fécal, ils reviennent avec un léger décalage par rapport au retour du microbiote associé à la maladie. Il y a une sorte de délai et c'est de plus en plus connu qu'on peut deviner une maladie qui va advenir en regardant le microbiote. Aujourd'hui, on voit bien que le microbiote, il n'est pas commensal. Il est réellement un des ouvriers du fonctionnement. Comment ? Par 3 voies. Il émet des molécules qui circulent dans le sang. Il y a dans l'intestin tout un tas de neurones. On dit souvent que c'est le deuxième cerveau parce que c'est la deuxième zone où s'accumule le plus de cellules du système nerveux. Et il peut y avoir des stimulations de ces cellules et on sait très bien qu'il y a des effets du microbiote du tube digestif qui disparaissent chez les souris quand on coupe le nerf vague, qui est un nerf qui relie le système nerveux central au tube digestif et qui travaille dans les deux sens. Donc il y a des informations qui ne remontent plus. Donc on peut couper certains effets du microbiote en coupant physiquement le nerf vague. Troisième chose, c'est que les cellules du système immunitaire qui patrouillent dans l'organisme, qui circulent partout, qui peuvent arriver au niveau de la peau ou du tube digestif, être en contact avec des microbes qui les modifient, et ensuite dans leur circulation, elles peuvent emmener ces modifications, emmener des informations ailleurs dans l'organisme. C'est la voie immunitaire. Juste une chose, maintenant que tout est posé sur la table, vous avez senti la diversité de fonctions en creux derrière la diversité de maladies, nutrition, mise en réserve, comportement, fonctionnement du système nerveux et fonctionnement du système immunitaire. Vous sentez qu'il y a une biodiversité fonctionnelle énorme derrière cette biodiversité d'espèces. Et je voudrais terminer sur l'histoire que l'intestin serait notre deuxième cerveau. J'aime pas du tout cette expression. Personne ne dirait que notre cerveau est notre deuxième intestin. Un cerveau, c'est un cerveau, un intestin, c'est un intestin. C'est joli toutes ces métaphores, mais à mon avis, elles ne sont pas libératrices de compréhension. On comprend ce qu'est l'intestin quand on sait ce qu'il est spécifique. On comprend un cerveau quand on sait ce qu'il est spécifique. Toutes les métaphores qui transposent des choses et qui sont surexcitantes, l'intelligence des plantes, la sociologie des plantes, elles rabattent ce qu'on sait de quelque chose sur quelque chose d'autre, alors que savoir, c'est connaître les particularités. Donc pour moi, l'idée que c'est notre second cerveau, c'est de la bouillie pour les chats. Il n'y a pas de microbiote dans le cerveau. Et dans l'intestin, il y a un microbiote. On avait utilisé le deuxième cerveau parce qu'on s'était rendu compte, si mes souvenirs sont justes, que ça avait des conséquences sur la dépression. Oui, tout à fait. Il y avait eu cette inondation à Walkerton, au Canada, pendant laquelle les gens avaient dû boire de l'eau contaminée parce que les autorités avaient tardé à ramener de l'eau potable. Donc il y avait eu des gros troubles digestifs. Et puis ensuite, il y a eu une vague de dépression qui était assez étrange parce qu'elle n'a pas frappé nécessairement les gens qui auraient eu le plus de raisons d'être troublés par ce qui s'était passé. Et on a incriminé une bactérie, Campylobacter, qui semble être une bactérie qui a un effet dépressif. Il y a eu des expériences sur des rongeurs qui sont allés dans ce sens-là. On a d'ailleurs aussi inversement des lactobacilles comme Lactobacillus reuteri qui sont des choses qui aident à gérer les stress et qui rendent plus positif. Alors ça fait pas le bonheur, mais il y a aussi des microbiotes qui sont anxiolytiques. C'est pas la peine de se précipiter à la pharmacie pour acheter ce qu'on appelle maintenant pompeusement les psychobiotiques. On se calme, on mange du yaourt. Parce que le yaourt est aussi décrit pour avoir un fort effet anxiolytique. Pour le coup, on a quand même quelques milliers d'années de recul pour savoir que les effets secondaires sont négligeables. Le but, c'est pas d'aller à la pharmacie faire des commissions, le but, c'est de manger proprement. En fait, vous avez raison, oui, c'est quelque chose qui joue sur l'humeur. Mais ce que ça veut dire, c'est pas que l'intestin est un second cerveau. C'est que les fonctions sont plus délocalisées qu'on ne l'imagine. Et nous sommes issus d'une anatomie et d'une médecine qui veut à tout prix attribuer une fonction à une structure. Le fait est que beaucoup de fonctions sont délocalisées dans notre organisme. Je vais vous donner le paroxysme de ça, c'est les gens pensent que le poumon, c'est la fonction respiratoire. Bon, c'est de la foutaise. Qu'est-ce qui fait le poumon ? Il rejette du CO2. Ça, c'est une fonction excrétoire. C'est-à-dire que l'excrétion se fait par les reins, pour tout ce qui est liquide, et par les poumons pour tout ce qui est gazeux. Le poumon, il prélève de l'oxygène. Ça s'appelle s'alimenter, prélever des ressources dans le milieu. Donc le poumon, c'est un organe qui fait de l'alimentation. Et de fonction respiratoire, il n'y a pas. Ça s'appelle de l'excrétion et de la nutrition.
Donc on a une vision un peu carrée, brutale, autrefois opératoire parce qu'elle a servi à avancer, ce fut un état de la connaissance et à un moment ce fut quelque chose de plus puissant que ce qui précédait. On a une vision un peu simpliste de notre organisme. Les fonctions sont délocalisées et en fait ce que nous raconte le microbiote, c'est qu'elles sont tellement délocalisées qu'en plus des fois, elles sont dans une autre espèce en partie aussi. On va pouvoir faire le lien entre l'extérieur et l'intérieur, entre notre écosystème interne et les écosystèmes de la nature. Nous sommes très connectés. On pourrait voir ce que deviennent nos excréments et il faudrait peut-être que nos sociétés regardent un peu plus à garder l'urine pour l'agriculture parce que c'est de l'azote et du phosphate. Il y a ce côté, nous sommes fournisseurs des écosystèmes, même si tout à l'égout a un peu rompu cette chaîne qui autrefois faisait retourner les excréments et l'urine dans les champs. Et puis nous recevons des choses des écosystèmes externes, c'est clair. Notre alimentation, et puis aussi des microbes qui nous colonisent. Car il faut se souvenir qu'à la naissance, nous sommes à peu près stériles. L'embryon, il est stérile. Ou il est en tout cas pas très colonisé, il se colonise à la naissance. Cette colonisation, elle est perpétuelle au cours de la vie. Et d'ailleurs, le microbiote, il peut changer au cours de la vie. En fait, il y a deux grands leviers. Le premier, c'est le fait que les microbes qui rentrent, ils viennent de l'extérieur. C'est ce que je disais à propos du nouveau-né. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet probiotique. C'est-à-dire qu'en fait, on va se peupler de microbes que nous touchons pour ce qui est de la peau, que nous ingérons pour ce qui est du tube digestif, ou que nous respirons. Ça ne veut pas dire que nous sommes le pâle reflet de ce qui se passe dehors. Il y a un tri. Il y a des choses qui n'arrivent pas à s'installer parce que ce n'est pas leur milieu de vie. Les microbiotes ont un effet protecteur sur la santé, c'est qu'ils empêchent beaucoup de pathogènes de s'installer. Tout ne s'installe pas. Et heureusement. Et le second effet, c'est que ces microbes, il faut qu'ils mangent. Et ça, on sait très bien qu'en fonction de ce qu'on met dans le tube digestif, c'est pas les mêmes microbes qui se développent. Et c'est pour ça que je vous disais que des fois le microbiote change. On l'observe quand les gens changent d'alimentation. Les Asiatiques ont des microbiotes qui sont liés à des alimentations relativement riches en fibres et en amidon. Quand ils arrivent aux États-Unis, 2 mois plus tard, ils ont un microbiote américain parce qu'ils mangent plus gras, ils mangent plus protéiques et moins de fibres. Donc ça s'appelle l'effet prébiotique. C'est la nourriture qu'on donne aux microbes du tube digestif qui détermine la composition du microbiote du tube digestif. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il faut manger ? En fait, il faut manger des fibres. Les fibres, vous savez, c'est ces grosses molécules indigestes pour l'homme qu'on trouve dans les légumes, dans les fruits, dans les végétaux. Dans les feuilles, les breads, comme on dit à La Réunion. On n'en mange plus beaucoup, nous, des feuilles en dehors de la salade et des épinards, si on y pense bien. Pourtant, c'est bon, c'est plein de fibres. Ces fibres encouragent des bactéries fermentantes qui produisent notamment du butyrate, qui est un grand régulateur du système immunitaire. Donc c'est quelque chose qui va éviter les états pro-inflammatoires et toutes les dérives vers des états inflammatoires permanents, genre rhumatisme, ou même des accidents génétiques comme des mutations, donc des cancers. C'est un régulateur de la microflore. Bref, donc les fibres, c'est très bon pour la santé. D'ailleurs, par parenthèse, les Français ne mangent que la moitié de la quantité de fibres recommandée, ce qui est vraiment problématique. Donc, vous voyez, cet effet prébiotique, il existe. Et si vous me demandez des fibres de quoi il faut manger, je dirais manger varié. Donc, manger végétarien ? Non, nous sommes omnivores. On a une signature forte de notre microbiote, notamment quand on le compare aux autres animaux. Et notamment aux autres primates, on a une signature très nette d'omnivorie, mais aussi des besoins. Je pense aux oméga 3, je pense aux vitamines D, E, K, qui sont pas si abondantes dans les tissus végétaux. On a des besoins et des signatures microbiennes qui signent bien notre omnivorie. Ça ne veut pas dire qu'il faut manger autant de viande qu'on en mange actuellement. On est 4 ou 5 fois au-dessus de la dose recommandée, et ça, c'est pas très bon pour la santé, ça fait des AVC, ça fait des cancers. Il va falloir réduire ça, d'autant plus que ça a un impact environnemental délétère. Mais il y a de la place pour un peu de viande. Aussi bien en agriculture, parce qu'il nous faut du fumier, et puis il nous faut des animaux pour brouter, si on ne veut pas utiliser d'herbicides. Il nous faut des animaux en agriculture, et il nous en faut dans l'alimentation, même s'il est parfaitement respectable que quelqu'un décide d'être végétarien ou végétalien. Le vrai problème, c'est les végétaliens. C'est eux qui n'ont pas les bactéries associées à la présence animale. Les végétariens, avec les œufs, avec le laitage, on retrouve des bactéries standards. Ça influe beaucoup moins sur le microbiote. Je pense qu'il y a vraiment une place pour une alimentation diversifiée jusque dans le monde animal. Après, les choix sont personnels. Mais aujourd'hui, on voit très bien qu'on est trop sur la viande et pas assez sur les fibres. Et ça nous détruit l'effet prébiotique. Est-ce que c'est très important de manger bio ? Alors là, vous touchez à un autre registre, qui est celui des toxines que l'on peut ingérer. Par parenthèse, d'ailleurs, beaucoup de ces toxines sont gérées par notre microbiote et ne sont pas toxiques pour nous uniquement parce que des bactéries les détruisent.
C'est d'ailleurs un problème, il y a des gens qui ne réagissent pas à certains traitements. La digoxine, par exemple, qui est une molécule qui est administrée pour des régulations du rythme cardiaque, et il y a des populations chez lesquelles ces médicaments ne marchent pas. Et on s'aperçoit qu'en fait, il y a des bactéries qui les dégradent. Les molécules toxiques qui rentrent en nous sont souvent gérées par les microbes, mais pas toujours, et des fois elles sont toxiques. Et le bio, il a cette vertu de contenir moins de résidus de pesticides. Mais dans le cahier des charges, il est fait de façon vertueuse par rapport à cet aspect-là. Moi, je mange bio. Mais ce n'est pas les seules molécules toxiques qui peuvent rentrer. Il y a aussi tout un tas de molécules qu'on mange maintenant, qu'on ne mangeait pas avant. Alors, il y a les résidus de pesticides, ok. Il y a les antibiotiques, mais alors là, il y a des moments, les antibiotiques, on ne peut pas s'en passer. Il y a tout un tas d'additifs alimentaires. Les émulsifiants, par exemple, sont très dangereux. Ils perturbent beaucoup la vie du microbiote, et éventuellement, il y a des bactéries qui y sont sensibles. En plus, ces émulsifiants, ils jouent sur la barrière de mucus. Ils émulsifient, donc ils dispersent la barrière de mucus qui sépare le microbiote des cellules intestinales. Cette zone tampon, là, quand elle se réduit, il y a des phénomènes pro-inflammatoires, il y a des agressions qui commencent à se produire, le microbiote commence à tourner au carnage. Émulsifiant, conservateur, édulcorant, le microbiote n'a jamais été sélectionné pour vivre avec, et certaines espèces s'intoxiquent comme ça. Ce que je suis en train de dire, c'est que l'alimentation transformée, c'est pas une bonne idée. Et ça vaut sur la peau. Transposons. Beaucoup de produits que nous mettons sur notre peau sont des produits liquides. Et ces produits liquides, pour qu'ils se conservent, il faut à la fois des antioxydants et des conservateurs, parce que dans l'eau, les oxydations se produisent plus vite que si le produit était sec. Et deuxièmement, comme il y a de l'eau et des trucs dedans, il y a des microbes qui peuvent se développer, donc il faut des antibiotiques ou des bactériostatiques. Et on se retrouve à étaler sur notre peau des savons, des crèmes qui contiennent des molécules parfois inoffensives, ou parfois pas bonnes pour certaines bactéries du microbiote de la peau. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça ? Il faut éviter l'alimentation hautement transformée, il faut éviter tous les produits qui contiennent des conservateurs. Alors j'ai même pas pris la peine de le dire, mais bien sûr, tous les produits d'entretien ménager ou d'entretien de la peau qui tuent toutes les bactéries, qui tuent 99,9% des bactéries, c'est écrit dessus qu'il ne faut pas les acheter. Sauf s'il y a une prescription médicale. On a besoin d'être entouré de microbes, on ne peut pas les tuer tous, c'est n'importe quoi. Enfin si, c'était une bonne idée dans les années 70. On a intérêt à vivre d'une façon qui est non contaminante, pas attraper de maladies. Par parenthèse, les vaccins, c'est une bonne façon d'être protégé contre les maladies quand on s'expose à manger des trucs pas trop nettoyés, ou à pas trop se laver les mains, ou à pas faire du ménage hyper clean. L'idée, c'est que la vaccination, c'est un truc qui cible. C'est des barreaux qui empêchent de faire rentrer certaines choses et qui permettent ensuite d'avoir une attitude plus contaminante. Alors vous avez raison, il y a plein de facteurs de contamination. Le fait d'avoir un chien, c'est pas qu'on attrape ces microbes, c'est surtout qu'il transporte plus les microbes humains et il contamine plus les surfaces et ensuite on se contamine plus. Donc ça augmente souvent la diversité et de fait, pour les enfants qui ont un chien à la maison ou qui vivent à la ferme, ils ont moins d'asthme, ils ont moins de dermatite atopique parce que c'est protecteur tout simplement. C'est protecteur parce que ça constitue un microbiote plus complexe. Donc il ne faut pas laver les mains des enfants toutes les 20 secondes. Il y a la contamination chimique. Il faut gérer. C'est vrai que quand on rentre de l'extérieur, on a tripoté n'importe quoi, souvent il faut se laver les mains. Mais j'en reviens des fois même à me demander si ça vaut la peine. En tout cas, il ne faut pas se frotter frénétiquement les mains avec du gel hydroalcoolique. Enfin là, moi j'hallucine. Les gens continuent à se frotter les mains avec du gel hydroalcoolique pour ne pas attraper la Covid, ils ne portent pas de masque. Et si vous ne voulez pas attraper la Covid, mettez un masque, parce qu'on sait que ça se transmet par voie aérienne. Par contre, la transmission du porté, il n'y a pas une preuve qui existe. Faut arrêter là, le gel hydroalcoolique, c'est bon, stop. Autant il faut continuer à le recommander en période de grippe et de gastro, parce que là, c'est manuporté, mais en temps normal, le gel hydroalcoolique, c'est non. Et le problème, c'est que les gens, même les médecins, vivent avec une vision des choses qui est à l'opposé de ce que la recherche qu'ils ont payée avec leurs impôts a trouvé. Voilà, il ne faut pas hésiter à vivre avec un certain niveau de saleté et à distinguer la propreté et l'hygiène. L'hygiène, c'est ce qui est bon pour notre santé, c'est physiologique. C'est froidement médical. La propreté, c'est un code culturel. Les gens qui puaient avec des croûtes dans les cheveux, au Moyen-Âge, ils n'étaient pas réputés sales. C'était normal, en Europe. C'est culturel, la propreté. D'une culture à l'autre, quand vous allez au Japon, il faut se laver un peu plus souvent parce que les gens sont très sensibles aux odeurs corporelles. Beaucoup plus que chez nous. Pour terminer là-dessus, c'est culturel. Alors que l'hygiène, c'est médical. Aujourd'hui, notre propreté, notre repère culturel est au-delà. Et il va falloir qu'on rétablisse ça parce que finalement, c'est pas bon pour la santé. Quand je dis que notre microbiote s'est appauvri, on a des preuves de ça. On peut comparer notre microbiote à celui d'Amazoniens, par exemple, qui vivent pas du tout à l'occidental, qui sont pas contactés. Ou bien on peut comparer ça à des restes de plaques dentaires ou des restes d'excréments qu'on retrouve d'hommes préhistoriques ou d'hommes historiques d'il y a
quelques milliers d'années. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que dans tous les cas, en fait, notre microbiote, il est réduit d'un facteur 1,5 à 2 en diversité d'espèces, pas en nombre de cellules. En nombre d'espèces, il est réduit d'un facteur 1,5 à 2. Il y a des espèces qui ont disparu, d'autres qui sont apparues dans la modernité parce qu'on leur offre des moyens de s'implanter là où les autres ne s'implantent plus, ou d'utiliser des choses qui n'étaient pas disponibles dans notre état antérieur de civilisation. Mais au total, on n'a pas du tout le microbiote historique. Et en fait, certains d'entre nous ne sont pas du tout adaptés à ce nouveau microbiote. Et ces gens-là, ils sont malades. Les maladies que j'ai citées, du métabolisme, du système immunitaire et du système nerveux, c'est demain 1 Européen sur 4, en 2025. Pour revenir à la propreté culturelle, on entend ça dans les jardins, dans lesquels on a mis pendant des années des herbicides, des pesticides, pour que ça fasse propre. Ça c'est culturel. Quand vous comparez le jardin anglais et le jardin à la française, vous voyez très bien qu'il y a différentes façons de construire un jardin, oui. On sait aujourd'hui que dans les sols, c'est la vie microbienne qui fait la fertilité, qui la fabrique et même qui la convoie vers la plante. C'est ces fameuses mycorhizes sur lesquelles travaille mon équipe et dont je parlais au début. Cette idée qu'il y a des champignons du sol qui vont faire les courses. Si vous mettez des fongicides, si vous labourez, vous leur pétez la gueule. Voilà. Alors après, vous avez des plantes qui, sont plus dépendantes de l'apport d'engrais minéraux. Sachant que les engrais minéraux, ça fuit dans les écosystèmes. Il y a du cadmium qui arrive avec le phosphate, c'est pas une bonne idée. Et 2, vous obtenez des plantes qui sont moins protégées. Oui, parce que ces champignons mycorhiziens, comme pour eux la plante c'est un garde-manger, ils ont au cours de leur évolution acquis plein de moyens de protéger la plante. Ce qui revient à sécuriser leurs ressources alimentaires, tout simplement. Donc c'est pas de la gentillesse, c'est juste de la charité bien ordonnée qui commence par soi-même. Quand vous supprimez les champignons mycorhiziens, vous avez des plantes qui sont plus sensibles aux maladies. Donc elles se nourrissent moins bien, elles appellent les engrais minéraux, elles sont plus sensibles aux maladies, elles appellent des pesticides, et vous rentrez dans une chaîne infernale où vous artificialisez le système. Aujourd'hui, dans le jardin, il faut autant que possible utiliser des engrais organiques, il faut autant que possible ne pas labourer. Mais dans un jardin, on peut désherber à la main. Et je dis bien à la main, c'est-à-dire on tire la plante, on l'arrache, et on ne travaille pas le sol, parce que biner, c'est déjà pas très bon pour le sol. Et puis on peut aussi, effectivement, manger divers et frais si on a la chance d'avoir un jardin, ce qui est très bon pour la santé, en plein de points, y compris le microbiote. La chute de la biodiversité de la nature, à laquelle on assiste en ce moment, induit une chute de la biodiversité dans notre corps, et donc les fragilités dont on parlait. Alors, en fait, tout ça revient, et c'est une question à laquelle je n'ai pas répondu en amont, à savoir jusqu'à quel point la nature rentre en nous. Les règles du jeu écologique ne sont pas les mêmes dans mon corps ou sur ma peau que dans la nature, les ressources disponibles ne sont pas les mêmes, et donc c'est un petit peu comme on ne plante pas des géraniums dans de la terre de bruyère dans les monts d'Arrée. Ça ne pousse pas. Donc il y a des exigences qui font que nous ne sommes pas, je le disais, le pâle reflet de ce qu'il y a dehors. En revanche, nous nous contaminons à l'extérieur, et le vrai problème, c'est notre lien à l'extérieur, aux écosystèmes, notre lien à notre environnement. Est-ce qu'il est propre ou à nous faire coloniser ? C'est-à-dire, est-ce qu'il est hygiénique ou pas ? C'est surtout ça qui se passe, c'est qu'on est en train d'abattre la biodiversité microbienne dans notre environnement, qu'il soit agricole ou ménager, domestique, et c'est une des choses qui va faire qu'on s'inocule moins, donc c'est un des paramètres, mais avec d'autres qu'on a cités, qui va faire que la biodiversité interne va s'écraser. Mais je dirais que surtout, en fait, plus que de dire que ce qui se passe dehors induit ce qui se passe dedans, je dirais que c'est notre attitude par rapport aux écosystèmes, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, qui est problématique. Nous voulons tout régimenter, nous voulons remplacer par des apports ce qui se faisait spontanément, nous utilisons des molécules qui ont des effets secondaires qu'on ne connaît pas, mais qui détruisent les mécanismes qui s'opèrent aussi bien dans notre corps que dans la nature. Et en fait, il est temps de reprendre la main. La reprendre dehors, ça s'appelle par exemple l'agroécologie, c'est-à-dire utiliser des mécanismes écologiques pour gérer nos agrosystèmes plus que des béquilles ou des interventions qui sont des coups de gourdin. J'emprunte cette comparaison. L'idée que la chimie qu'on utilise est un gourdin sur le vivant, sur la subtilité du vivant, je l'emprunte à Rachel Carson. Rachel Carson, c'est les années 60, donc c'est pas vraiment une idée nouvelle. Elle a toujours pas fleuri. Ça commence. Ouais, alors, à quelle vitesse Enfin, je veux dire, c'est dérisoire par rapport au temps écoulé et à l'enjeu. Donc, dehors, ça s'appelle l'agroécologie, et dedans, ça s'appelle former les médecins à l'écologie pour qu'ils sachent gérer l'écosystème microbien qui est en nous. Voilà. Et ça se fait pas encore beaucoup. Il y a des facs de médecine, on commence à avoir des médecines à la fois évolutionnistes, des médecines avec une compétence sur le biotope, une compétence, sur le milieu de vie, je veux dire, une compétence sur le microbiote, mais ça reste un peu à la carte, ça dépend des équipes pédagogiques, ça n'a pas envahi la médecine, beaucoup regardent ça en souriant doucement, et finalement, pourtant, on veut de nouveau, là, l'équivalent de l'agroécologie, donc ce serait la médico-écologie, je ne sais pas comment l'appeler, une médecine qui s'appuie sur les principes écologiques pour gérer une partie des problèmes. J'ai pas dit qu'il faudrait pas de temps à autre des engrais minéraux, j'ai pas dit qu'il faut pas de temps à autre des antibiotiques.
Je dis qu'il faut les voir comme les moments où échoueront les tentatives d'utiliser les mécanismes biologiques, et qui sont donc en fait écologiques, sous-jacents à ce qu'on appelle la santé d'une plante, la santé d'un homme, la santé d'un écosystème. D'ailleurs, ça s'incarne dans un grand mouvement de pensée qui est le mouvement One Health, une seule santé. Ce mouvement-là, il est né de la perception qu'ont eu les grandes agences que sont la FAO, donc sur l'alimentation humaine, l'OMS sur la santé et l'OIE sur la santé des animaux. Ces grandes agences internationales se sont aperçues qu'en fait, en traitant leurs problèmes, elles traitaient souvent les mêmes causes. Donc elles ont voulu se travailler ensemble, et One Health, ça veut dire que une seule santé, la santé des hommes, la santé des animaux qu'il y a autour et la santé des écosystèmes, c'est la même chose. Et par parenthèse, on voit très bien que le système n'a pas fait tout son travail, parce que je sais ce que c'est que la santé d'un homme, je sais ce que c'est que la santé d'un animal, la santé d'un écosystème, ça n'existe pas. Prenez votre jardin qui produit des carottes en bio, vous épandez de l'essence dedans ou des hydrocarbures hyper toxiques, vous répandez dessus pour faire une bonne dose de plomb, et il s'installe des bactéries tolérantes aux métaux lourds qui bouffent les hydrocarbures polyinsaturés, et pour elles, l'écosystème est en bonne santé. Ce qu'on appelle un écosystème en bonne santé, c'est un écosystème qui permet la santé de l'homme. Mais si on a osé ce mot qu'aucun écologue n'aurait osé de santé des écosystèmes, parce que la santé, c'est pour un organisme, c'est pas pour une somme d'organismes, c'est pas une propriété. Si on a tenté ce mot, c'est à la fois par anthropocentrisme, parce qu'il s'agit en fait des écosystèmes qui font notre santé, et c'est par ignorance de l'écologie. Alors, moi je ne dis pas qu'il ne faut pas parler de One Health, une seule santé. Je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir un raccourci verbal qui est la santé des écosystèmes. Mais ce que ça traduit, c'est que de façon inquiétante, les écologues ne sont pas dans la barque. Non, il y a un vrai problème, c'est qu'en fait l'écologie n'est qu'un vernis pour l'instant dans One Health. Regardez dans le conseil dont s'est entouré le gouvernement, le conseil sanitaire dont s'est entouré le gouvernement, cherchez les vétos, ils ont fini par rentrer, cherchez les écologues, il n'y en a pas. Oui, c'est un prisme en fait l'écologie. C'est un prisme, et puis c'est surtout que c'est la dimension qu'on n'avait pas pris en compte avant, donc c'est là qu'il y a du neuf, du puissant pour l'avenir. Bon, et en tout cas, c'est écolo de s'occuper de son ventre. Ah oui, puis vous voyez que finalement, on l'a dit, c'est compatible avec s'occuper de l'environnement, puisqu'on parle d'une réduction des pesticides, on parle d'un retour à des aliments plus sains. Alors, il y a une grande terreur qui traîne derrière tout ça, c'est la réduction de production. Évidemment, tout le monde dit oui, mais vous n'allez pas nourrir l'humanité. Alors, l'humanité, tu écoutes ce que j'ai à te dire. D'abord, tu jettes 30% de ta bouffe, donc ça, il va falloir arrêter. 30% de la nourriture partout dans le monde finit à la poubelle. Donc, tu te calmes, tu gères mieux ton frigo et tu te démerdes pour manger tout ce que tu produis. Donc, ça fait 30% de gagné là. Et puis, l'humanité, tu vas cesser de faire des villes sur les terres agricoles. Un grand campus sur le plateau de Saclay, qui est la terre la plus fertile d'Île-de-France, un grand Paris qui recouvre les terres fertiles du bassin parisien, c'est un crime. Je mesure mes mots, c'est quelque chose où on retire la nourriture de la bouche de nos enfants. Oui, parce que quand le changement climatique va arriver et que la productivité des écosystèmes agricoles va chuter, les gens qui nous expédient de la bouffe actuellement, l'alimentation des Français repose sur 9 millions d'hectares de surface agricole à l'étranger. L'alimentation, contre 29 millions d'hectares ici. Donc vous voyez, il y a l'équivalent d'un tiers de notre surface agricole qui est à l'étranger et qui nous nourrit. Quand dans ces pays-là, la suffisance alimentaire sera en péril, ils ne vont pas continuer à nourrir les Français. Il faut se préparer à se nourrir soi-même. Donc, tu cesses d'artificialiser les terres agricoles. Et après, on reparlera du danger qu'il y a à avoir une agriculture bio, une agriculture sans labour. Je pense que le danger sera derrière nous à ce moment-là, d'autant qu'entre-temps, on aura développé des techniques de production beaucoup moins impactantes sur la production. There's gotta be a way of killing it. How do we do it? You can't. Merci d'avoir écouté Dans quelle étagère, le podcast du vivant. Retrouvez d'autres épisodes sur Terra Focus, la chaîne des podcasts d'Hortus Focus. Comme toute la presse indépendante, Hortus Focus a besoin de ses lecteurs et de ses auditeurs pour vivre et travailler. Pour cela, vous pouvez nous faire un don défiscalisable sur Helloasso.